Allez, on va prendre des questions tout de suite dans la salle. Donc, vous avez des micros qui circulent, vous faites signe et on vous les amène. Madame, tout de suite en bas. Bonjour, monsieur le professeur Corval. Moi, au bout de 3 ans, j'allais très bien. Je n'avais pas de soucis. Actuellement, j'ai 12 ans de Parkinson. Et je voulais vous demander... qu'est-ce que je dis? Ah oui, je voulais vous demander comment, à l'hôpital de la Salpêtrière, en 10 minutes, tous les ans, vous pouvez faire un diagnostic correct. Alors, non, simplement, si j'ai bien compris votre question, c'est comment en 10 minutes on fait un bon diagnostic. C'est vrai qu'avec ce qu'on a expliqué, ça prend un peu plus de 10 minutes. Encore une fois, en 10 minutes, on ne fait pas un bon diagnostic. En 10 minutes, on fait un diagnostic. Ça, diagnostiquer la maladie de Parkinson en 10 minutes, je pense qu'on peut le faire. Mais par contre, avoir une vision globale de la maladie en 10 minutes, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on va évoluer de plus en plus à ce que la préparation de la consultation par le patient soit faite de manière un peu plus formelle ou différente pour pouvoir être capable dans un temps restreint, parce qu'il faut qu'on voit aussi beaucoup de patients, et c'est pour ça qu'on a des temps restreints, avoir l'accès à toutes ces informations-là. Donc à la Pitié-Salpêtrière, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple, mais d'une manière générale, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure sur la préparation de la consultation, d'avoir... Une espèce de guide d'entretien, est-ce qu'on pourrait imaginer ça par exemple ? Oui, tout à fait. On est en train de penser à ça, de mettre en place ça. Il y a certains documents d'ailleurs qui sont à disposition pour le patient pour pouvoir l'aider à faire la liste un petit peu des symptômes qu'il présente. Et c'est une des solutions qui peut être proposée. Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais c'est vrai que après, sur la problématique, quand on a son diagnostic, personnellement, quand je suis sorti du cabinet, j'étais incapable d'apporter quoi que ce soit à mon praticien. Donc si effectivement, déjà on peut être sûr d'avoir cette pathologie dans un premier temps, mais qu'après, derrière, on puisse être accompagné et de pouvoir en fait avancer sur la maladie, c'est important. Après, moi je me souviens des 10 premières minutes de ma première consultation, le monde s'est écroulé et je pouvais difficilement faire autre chose, oui, ça c'est sûr. Il y a cette phase de sidération, c'est sûr, mais peut-être d'ailleurs préciser, professeur, ce cheminement entre le patient et le neurologue va prendre des semaines, des mois. Oui, ça prend du temps, parce que c'est 10 minutes une fois, mais on se revoit. Et puis, il y a une initiative, d'ailleurs, qui avait été lancée par France Parkinson au départ, de cette consultation d'annonce en 2 temps, avec effectivement l'annonce diagnostique. De toute façon, moi je dis toujours, le neurologue qui fait le diagnostic de maladie de Parkinson, on ne le revoit jamais, on en revoit souvent un autre. Parce que on se reçoit ça sur la figure, si vous voulez. Mais on essaye justement de faire ça en 2 temps ou plusieurs temps, c'est-à-dire qu'on annonce le diagnostic, ensuite on peut revoir l'infirmière ou le médecin dans un temps proche pour reposer les questions qu'on n'avait pas en tête le jour où on a annoncé le diagnostic. Donc c'est un chemin qui est long, il faut prendre le temps, il faut essayer de le trouver, c'est pas toujours facile, mais l'interaction et la coordination des différents professionnels de santé, pas seulement le neurologue, aide en fait à faire ça également. Il y a une chose importante que vous veniez de dire, on peut poser la question au médecin ou à l'infirmière. Je dirais, il n'y a pas que le neurologue qui est sachant dans cette affaire. Quelquefois, on dit, mais je vais mettre 4 mois, 5 mois, 6 mois à obtenir un rendez-vous avec mon neurologue, alors je vais noter toutes les questions qui me viennent à la tête pendant 6 mois. Il y a d'autres professionnels de santé à qui on peut s'adresser. Oui, tout à fait. On essaye au maximum de former des infirmières référentes Parkinson. Il y en a de plus en plus maintenant dans les centres, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, certains des ergothérapeutes, des psychologues qui vont entourer en fait la prise en charge du patient d'une manière générale. Après, il faut du temps aussi pour former ces gens-là, mais il y a un diplôme, même qu'on appelle un diplôme interdisciplinaire dans la maladie de Parkinson, où on forme tous ces gens-là tous les ans. Donc il y en a de plus en plus à votre service. Donc quand on parle à l'infirmière, c'est comme si on parlait au neurologue. Je veux dire, l'information, elle remonte. Ah oui, tout à fait. Oui. Autre question. Ici, la 1, il y en a une, c'est ça? Je ne sais pas. La 4, alors?
On va y arriver, on va vous amener... Bonjour. 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 Donc, je suis avec mon papa, on est là depuis ce matin, et il y a un symptôme qui n'a pas été abordé vraiment particulièrement, c'est la question de l'hypersalivation, qui peut paraître anecdotique, mais qui, sur le côté cognitif et dans la problématique du quotidien, est très très lourde. Il s'avère que le neurologue de papa est assez désemparé par rapport à cette question et n'arrive pas bien à l'accompagner là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes ou ce que vous savez, vous, des recherches sur cette question précise de l'hypersalivation? Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est un des symptômes parmi d'autres, mais l'hypersalivation, c'est-à-dire le fait d'avoir trop de salive et parfois même d'avoir un peu de salive qui peut dépasser soit la nuit en tâchant l'oreiller, soit dans la journée, ça peut être extrêmement handicapant chez certains patients. C'est pas tous les patients, mais certains vont développer ça. Le souci, c'est que pour assécher la bouche, parce que finalement c'est le seul moyen qu'on a d'empêcher, on fabrique 1,5 litre de salive tous les jours. Et c'est pas trop qu'on en fabrique peut-être un peu plus dans la maladie de Parkinson, mais on l'avale moins de façon automatique. Du coup, elle ressort. Et la seule façon qu'on a de traiter ça, c'est d'essayer d'assécher. Le souci, c'est que les médicaments qui assèchent la salive, ils vont souvent entraîner des problèmes cognitifs, des troubles de mémoire en fait. Donc on est souvent bloqué en fait entre assécher la bouche, mais du coup entraîner des problèmes d'hallucination ou des troubles cognitifs chez les gens. Donc on ne sait pas bien traiter ça aujourd'hui. Alors on prend une question au milieu de la salle en haut. Oui, bonjour, je voudrais savoir si vous évoquez une hypothèse vasculaire et un espoir de ce côté-là. Donc la question c'est est-ce qu'il y a une origine vasculaire Oui, puisque le système vasculaire permettrait de diminuer l'inflammation et d'améliorer l'efficacité de la mitochondrie, puisque l'apport d'oxygène serait apporté plus régulièrement. C'est ce qui arrive notamment quand on fait l'exercice. Oui, donc il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle d'habitude les pathologies vasculaires, c'est quand les vaisseaux se bouchent. C'est les gens qui ont de l'athérome ou des choses comme ça. Je suis médecin vasculaire et donc la question que je pose, c'est plutôt pour donner un espoir, parce que la maladie de Parkinson, on parle de dégénérescence, mais est-ce qu'on ne peut pas donner justement un espoir au niveau de la capitalisation, comme le dit votre patient, Monsieur Pierre Cousin, effectivement, de donner l'espoir dans une meilleure vascularisation en amont, en maintenant une activité physique, mais pas l'activité physique sportive, en fait des habitudes de vie, et notamment poser plus un questionnaire au niveau des patients sur leurs habitudes de vie du quotidien, ce qui permettrait de maintenir un certain débit cardiaque, donc un certain nettoyage du cerveau, puisque beaucoup de symptômes sont liés à une stagnation de la circulation. Donc on pourrait donner un espoir de ce côté-là. Est-ce que c'est évoqué ? Donc sur l'activité physique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qui est très clair, et vous l'avez très bien dit, c'est que plus on part de haut, mieux c'est. On ne sait pas encore très bien aujourd'hui si réellement ça a un impact sur la progression elle-même de la maladie. Mais c'est très clairement démontré que effectivement, les gens qui ont un exercice physique ont une sévérité de symptômes un peu moindre que ceux qui n'en font pas. Est-ce que c'est lié à une meilleure vascularisation ? Peut-être. Là-dessus, on n'a pas de données scientifiques encore qui sont capables de l'affirmer. Il y a des gens qui conseille de faire une activité même au-delà de l'activité physique normale pour essayer d'entrer même en hypoxie. Mais là encore, ça reste controversé. Est-ce qu'il faut se dépasser vraiment ou est-ce qu'il faut avoir une activité physique qui reste raisonnable ? Ça reste des questions qui sont débattues. Je pense que ce qui est très intéressant et très important, c'est l'activité physique adaptée. Parce qu'il faut aussi garder, ça faut être raisonnable. On n'est pas tous égaux devant l'activité physique, on ne sera pas tous capables de faire la traversée de l'Atlantique. Personnellement, je pense que je vais abandonner le projet. Mais l'important, c'est vraiment de la désédentarisation, en fait, de se mettre en... C'est ce dont je parle. Voilà. Et c'est même plus important, c'est primordial. Je veux dire, on l'a vu aussi dans les cours d'éducation thérapeutique. On a une des collègues qui est passée en fait, de malade à aidante, c'est-à-dire qu'elle a pris la maladie, non pas comme un prétexte, mais comme une motivation à dire à son conjoint, on va marcher,
on va se bouger. Et derrière, elle est dans une position non pas de malade, mais c'est elle qui est l'aidante sur la désédentarisation de son conjoint. L'activité physique adaptée, je pense, et alors là pour le coup c'est mon credo, c'est effectivement la voie la plus ambitieuse pour se maintenir en fait et d'éviter effectivement d'avoir des problèmes qui arrivent plus tard. Mais je veux dire, ça c'est l'activité physique adaptée, c'est pour tout le monde. Je veux dire, les problèmes de dos, les problèmes de n'importe quoi. Donc l'activité plus loin. Comment ? J'irais même encore beaucoup plus loin, c'est le fait de lutter contre la sédentarité, la station assise prolongée. Et c'est pour ça que j'insistais, parce que le monde du vivant, le vivant, c'est une dynamique permanente à l'intérieur du corps. Voilà, mais on a bien compris, et il va tout à fait dans votre sens, mais en disant adapter, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun va le faire lever, à son régulièrement, niveau. On va prendre une autre question. Allez-y, de ce côté. Madame, vous avez le micro. J'ai la maladie de Parkinson depuis 2 ans. Et je me rends compte de plus en plus qu'il est intéressant d'échanger entre les malades. J'ai appris beaucoup de choses comme ceci. Donc je suis très intéressée par ce que vous avez fait, monsieur Pierre Cousin, à savoir être patient témoin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à c'est encore plus que patient témoin, c'est une grosse formation. C'est patient intervenant, mais on reste sur la même dynamique. Il faut effectivement s'engager dans la démarche. Alors, le plus simple, c'est de rencontrer de toute façon déjà son éducation thérapeutique personnelle, c'est-à-dire de rentrer dans le parcours en tant que patient et non pas de patient intervenant, de rentrer dans ses cours d'éducation thérapeutique auprès de son centre, son centre hospitalier local. Via le neurologue, on pourra avoir des pistes en fait, pour rentrer dans ces parcours-là. Une fois qu'on aura fait ce parcours-là, on rencontre l'équipe éducative et on peut effectivement, après, derrière, avoir l'aval de France Parkinson pour rentrer dans ces parcours de formation. Mais il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Il y a des groupes de parole aussi qui sont mis en place par France Parkinson. Je veux dire, on le voit aussi. C'est unis, on sera plus fort. Et ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il ne vous le dit pas, mais c'est 40 heures. Hein. C'est 40 heures, on a le même parcours de formation que les praticiens, qu'ils soient des médicaux, des paramédicaux. La seule différence, c'est que forcément, de par la maladie, on peut avoir des problèmes de concentration. Donc en fait, on a 30 heures de présentiel et après 10 heures en intercession. Voilà, ce n'est pas une mince affaire. Allez-y, question, madame, en bas. Oui, bonjour professeur, bonjour. Dans la maladie de Parkinson, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de marqueur. Cependant, dans une famille, quand il y a le grand-père, le père, le fils, ça touche la fratrie. On ne disait pas de marqueur biologique, mais on parlait de la génétique quand même. Hein. Oui, mais dans une analyse de sang, quand il fait état d'une augmentation du fer, est-ce que ça ne peut pas être un indice, éventuellement ? Alors, il y a des rares formes familiales, effectivement, de maladie de Parkinson. En fait, le fait d'avoir un caractère familial, ce n'est pas si rare que ça. C'est 10% à peu près des gens qui ont une maladie de Parkinson qui ont un autre apparenté dans la famille qui a également une maladie de Parkinson. Mais comme c'est une maladie relativement fréquente, même si elle n'est pas si fréquente que ça peut être une coïncidence. Et puis, il y a des rares formes, par contre, génétiques, effectivement, où là, on peut faire un diagnostic génétique de la maladie. Mais ça, c'est des cas vraiment très particuliers. Mais dans le sang, encore une fois, à part cette analyse génétique dans les rares formes génétiques, on n'a pas de marqueur et le fait d'avoir du fer augmenté dans le sang n'est pas un marqueur de maladie de Parkinson. Il y a un peu trop de fer dans le cerveau, mais ce n'est pas le même fer. C'est comme pour les cholestérols, il y a le bon fer et le mauvais fer, et celui qu'on a dans le sang, c'est du bon fer, et ce n'est pas celui-là qui marque la maladie de Parkinson, en fait. Allez, on va prendre encore 2 questions, mais vous pourrez encore en poser après. Allez-y, la 4 ici. Et ensuite, on finira avec la 1. Bonjour. J'aurais aimé savoir ce que vous proposez comme outil pour préparer les consultations. Personnellement, j'utilise la Wellbeing Map, mais oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à proposer comme outil? J'utilise la Wellbeing Map. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y a quelques outils qui sont... le problème, c'est que c'est des outils qui sont souvent préparés par les laboratoires. Moi, je ne suis pas forcément mais est-ce que vous avez d'autres choses à proposer Non, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait d'ailleurs être sur l'initiative de France Parkinson, parce que nous, en tant que... ce que font les laboratoires, c'est qu'ils viennent nous voir, nous, neurologues, en disant qu'est-ce qu'il faut mettre dans le truc. On dit, mais nous, on n'est pas patients, quoi. Et donc, peut-être que ce serait quelque chose à réfléchir au niveau... qui viennent directement des malades,
quelque chose de simple qui serait informatif pour le neurologue. On pourrait travailler ensemble là-dessus et de faire quelque chose d'un peu standardisé au niveau on va demander à Pierre de se mettre au travail. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense qu'ils me subissent déjà souvent maintenant chez France Parkinson. Donc, je pense qu'on se verra avec Claude pour la problématique. Mais c'est vrai qu'on va agglutiner, je pense, toutes les bonnes volontés qui se font au niveau local. Il y a plein de choses qui se font déjà. Il y a des choses qui se font de façon informatique, mais il faut aussi penser à ceux qui n'ont pas forcément l'accès à des applications mobiles ou des choses comme ça. Donc, il faut aussi penser à un support qui puisse être papier. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Oui. Allez, on va prendre pour cette session une dernière question là-haut. Madame. Professeur, comme vous travaillez aussi sur la moelle épinière, on a entendu dire qu'en stimulant la moelle épinière, on avait des résultats pour la motricité, pour la bonne tenue droite des personnes. Est-ce que ça aurait été vu dans divers hôpitaux sur des malades qui avaient des douleurs en faisant des péridurales? Ça donnait des résultats de bonne stabilité chez ces malades qui avaient des douleurs en stimulant par la péridurale. Donc c'est une méthode de stimulation. Dans le Parkinson, vous connaissez la stimulation intracérébrale, là on met des électrodes et tout. Là c'est un autre type de stimulation, c'est une stimulation externe qu'on peut faire effectivement pour traiter certaines douleurs. Et ce qui a été remarqué, c'est deux choses. Un, dans des modèles de souris, de rongeurs, de maladie de Parkinson, ça permettait d'améliorer certains symptômes. Et puis chez l'homme, il y a quelques observations qui effectivement semblent encourageantes sur la possibilité que ça puisse améliorer aussi certains symptômes de la maladie. Mais pour l'instant, ça reste des cas un peu isolés. Il faudrait qu'il y ait une étude un peu plus formalisée pour savoir si réellement ça apporte quelque chose et à quel degré par rapport aux autres prises en charge qui existent. Donc ça reste à confirmer, mais c'est une piste de recherche. C'est de la recherche. On va arrêter les questions là, mais on les reprendra tout à l'heure. Et ce genre de questions pourrait être posées d'ailleurs dans la session tout à l'heure. On ne peut pas arrêter comme ça. Mais oui, mais on a des horaires à respecter, monsieur. Ben, je ne vous avais pas vu. Alors, donnez-lui le micro. Je n'aime pas les frustrer, donc allez-y, monsieur. Ce n'est pas une méthode d'animation, pardonnez-moi. Je voudrais vous poser une question, monsieur le professeur, à la suite d'une question qui vous a été posée par l'animateur sur les causes de Parkinson. Si j'ai bien compris, je ne suis pas un scientifique, vous avez répondu par des éléments qui tournent autour des neurones, on va dire des dérèglements biologiques qui tournent autour des neurones. Avec mon épouse, ça fait 20 ans que nous fréquentons des neurologues, des neurochirurgiens et des professeurs de neurologie. Et la certitude que nous avons acquise à l'issue de ces 20 ans, c'est qu'on ignore l'étiologie de la maladie de Parkinson. C'est qu'on ignore les causes, à la différence de maladies, j'allais dire, classiques, comme la tuberculose, la grippe ou l'asbestose, pour prendre des choses que tout le monde connaît. Et cette méconnaissance implique qu'il n'y a pas de méthode de prévention, puisqu'on ne connaît pas l'étiologie. Alors là-dessus, j'aimerais bien vous entendre, étant précisé que nous avons eu quand même accès à une étude qui montre un lien de causalité entre la maladie de Parkinson, que certains agriculteurs attrapent, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, en lien avec les produits phytosanitaires qu'ils utilisent. Oui, avec les pesticides, c'est un lien qui a été établi par plusieurs études, tout à fait. Mais on peut dire que c'est multifactoriel. Ah oui, ça, le problème. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Les seules maladies qu'on sait traiter aujourd'hui, c'est les maladies infectieuses, finalement, où on a un pathogène, un antibiotique ou un antiviral. L'antiviraux, c'est plus compliqué, mais qu'on arrive à traiter. La plupart des autres maladies, c'est vrai pour toutes les maladies neurodégénératives, c'est vrai pour les maladies dégénératives du cœur, du foie, de l'intestin. Finalement, les causes sont souvent multiples. Et vraisemblablement, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une cause, il n'y a pas une étiologie. Il y a la combinaison de facteurs personnels, individuels, génétiques, de facteurs environnementaux, l'exposition ou pas à certains toxiques, et que c'est cette combinaison-là qui va faire ou pas qu'on va développer la maladie. Mais donc j'ai cité quelques-unes, et vous me demandez les principales, je ne suis pas sûr que c'était les principales, mais il y a beaucoup de mécanismes qui sont impliqués, et la grosse difficulté, c'est que quand on cible un de ces mécanismes, les autres peuvent
du coup prendre en charge la maladie de façon autonome et finalement on n'est pas actif sur la pathologie elle-même pour la guérir. Mais ce qui est intéressant, ce que disait monsieur, c'est que du coup, on ne peut pas faire de prévention puisqu'on ne connaît pas les causes. Ou dit autrement, si on sort tous les agriculteurs des pesticides, est-ce que ça veut dire qu'ils n'attraperont plus Parkinson? Non, parce qu'il y a d'autres causes qui pourront leur faire attraper Parkinson. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas de Parkinson, heureusement. Et puis, il y a des non-agriculteurs qui, malheureusement, développent une maladie de Parkinson. Donc, c'est une des causes, un des facteurs, en fait, qui va précipiter la maladie, mais ce n'est pas le seul. Parfait. Voilà, monsieur. Vous voyez, on a pris 3 minutes pour vous répondre puisque vous y teniez. Merci beaucoup. Alors, Pierre Cousin, je vais vous demander de regagner votre place, mais je garde le professeur Corvol avec moi. Vous pouvez l'applaudir, hein, ce n'est pas interdit.